Bonjour à tous. L'objectif de ce webinaire est donc pour nous donc déjà de tester un nouveau format. Donc on a l'habitude avec Quentin, avec les consultants en interne chez IFEN, d'échanger autour des actualités. Et puis donc aujourd'hui, pour cette session, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion d'ouvrir un peu ces différents débats, ces questions que l'on peut se poser côté SEO, et puis donc essayer d'échanger tous ensemble autour de ces sujets qui sont assez chauds et d'actualité. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc IFEN, donc une agence SEO de conseil en stratégie, des consultants seniors, experts, passionnés et engagés. Donc IFEN, c'est du conseil stratégique, mais ça va jusqu'à l'exécution, donc avec une partie de gestion, mais également de production. Et donc la vision côté IFEN est de pouvoir créer un référencement naturel sur mesure, donc adapté vraiment à chaque projet et à chaque problématique. Donc, quelques petits points à savoir, c'est que le webinaire est enregistré, donc un replay sera disponible sur le site web et côté YouTube. Normalement, j'ai activé l'onglet questions qui se trouve sur votre droite. Donc, on a l'onglet chat, questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra rebondir avec Quentin, donc soit pendant le live, soit à la fin de la session, pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, par rapport à l'ensemble des prochains lives, webinars, vous pouvez les trouver directement sur notre page LinkedIn. Quentin, je te laisse la main, si tu veux te présenter rapidement. Enchanté à tout le monde pour ceux que je connais pas. Donc moi du coup je suis team leader chez IFEN depuis maintenant le mois de septembre et je suis consultant SEO chez IFEN depuis 5 ans. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le SEO et en effet moi j'aime bien un peu tester ce qui se fait, sur le marché. J'aime bien lancer des nouveaux projets aussi à l'agence et parmi les références que j'ai, donc j'ai travaillé sur des beaux projets déjà et que ce soit quand j'étais chez annonceur ou en agence. Donc voilà. De mon côté, donc Merit, consultant SEO et head of SEO également chez IFEN depuis le début de l'année. Pareil, j'ai pu travailler sur pas mal de projets, un profil plutôt technique parce que j'étais développeur de formation à la base. Et puis ma force, je pense, c'est plutôt la partie cadrage et puis la vision stratégique. Donc au sommaire de ce live, l'idée c'est de pouvoir évoquer 4 grands sujets. Le premier point, c'est les départs en vacances, donc une période où on est en plein dedans. L'idée c'est de pouvoir se donner les bonnes pratiques, une petite checklist de bonnes pratiques auxquelles il faudrait penser avant de se mettre off. Une partie autour du Core Bets qui est en cours, qui a été lancé fin juin. Donc l'idée de voir ensemble s'il y a déjà des premières pistes, des indices, et puis savoir un peu comment réagir. Search GPT, on entend parler de ChatGPT de plus en plus, beaucoup d'échanges autour et des rumeurs diraient que Search GPT se base sur Google. Donc l'idée c'est de pouvoir creuser ce sujet-là ensemble et donc voir quels sont les impacts et puis finir avec une partie AI mode. Donc on sait que ça a été lancé aux États-Unis, ça a été lancé ensuite en Inde et du coup l'idée c'est de voir un peu à quoi on doit s'attendre. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondrait avec plaisir. Donc le premier sujet, du coup, avec autour du départ en vacances. Quentin, je serais preneur un peu de ta vision, que tu puisses me dire un peu, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les bonnes pratiques, des choses à faire, mais également à ne pas faire avant, pendant ces vacances. Alors, les périodes de vacances, c'est toujours un petit peu des périodes compliquées parce que forcément, on est un petit peu moins disponible. Mais pour autant, le SEO, lui, n'attend pas dans le sens où Google, lui, prend pas de vacances. Donc, c'est toujours un moment un peu charnière parce qu'il faut à la fois essayer de maintenir un rythme de croisière et tout en n'étant pas là. Donc, en fait, pour le SEO, ce qui est souvent recommandé pour les départs en vacances, c'est d'essayer la plupart du temps quand même de conserver des rythmes de publication assez régulières, que ce soit de la publication de contenu ou des petites optimisations. En gros, il faut que le site il continue de vivre globalement.
À quoi faut faire attention? Bah, évidemment, c'est justement à pas trop baisser le rythme, à pas faire de période de vide. Bon, même si on peut se permettre éventuellement d'avoir une semaine ou 2 sans grosse activité, l'idée, c'est pas quand même d'avoir 2 mois, sans qu'il se passe rien. Et éviter par contre peut-être en effet à cause du sous-effectif de lancer des grosses MEP ou ce genre de choses parce que c'est le genre de projet où il faut quand même prévoir du recettage. Donc il faut des gens disponibles, il faut pouvoir faire du rollback si jamais c'est nécessaire. Donc reco principal pour moi, c'est garder un rythme de croisière, rester quand même assez régulier dans ces optimisations et pas forcément lancer de grosses mises en prod à ce moment-là. Et pour les nouveaux chantiers, après les vacances, bah, c'est le bon moment aussi parfois pour prendre un peu de recul, réfléchir au trimestre, au troisième et au quatrième trimestre qui vont arriver. On a du recul dans la Search Console pour avoir 6-7 mois d'historique de données, donc on peut éventuellement bah, reprendre du recul sur nos actions, réfléchir à pourquoi pas des nouveaux projets pour la rentrée, commencer à préparer, envisager un peu l'année qui va arriver, donc en l'occurrence ici 2026. C'est des périodes plus calmes, donc c'est le moment de se poser un petit peu, quoi, et puis de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion. C'est assez en phase, ouais, avec ce que je dis. Ce que j'ajouterais aussi, c'est donc de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, donc en me basant sur les dernières années, c'est qu'on sait que sur cette période-là, en fait, la plupart des concurrents sont off, semi-off, donc peu d'actions en général qui passent en ligne à ce moment-là. Et c'est le moment, à mon avis, vraiment de pouvoir aussi tester des choses de grande nature. Je dis ça parce qu'on sait que qui dit peu de mouvements chez les concurrents sur le web au global, dit moins de pages à explorer côté Google. Et donc c'est aussi donc le moment de pouvoir bénéficier en fait de cette force, de cette frappe que Google pourrait avoir en attirant du coup les bots vers notre site avec de l'actualisation, des mises à jour. Donc on a tendance à voir en général sur cette période-là des baisses de hits d'exploration, donc les robots qui viennent sur le site, c'est pareil chez les concurrents. À savoir que Google a toujours cette bande passante du coup qui diminue pour certains. Donc c'est une opportunité pour ceux qui travaillent. Donc c'est vraiment pour moi le moment de pouvoir tester et surtout d'avoir en fait des retours beaucoup plus rapides. Parce qu'on sait que sur des moments de pic, notamment en fin d'année pour les sites e-commerce, beaucoup de sites se mettent à jour, donc les bots doivent crawler en continu très rapidement et on n'a pas forcément le temps de pouvoir mesurer l'impact de certaines actions. Alors que sur le mois de juillet, août, pour moi, c'est vraiment la bonne période. Et je pense que c'est pas, enfin, c'est surtout aussi la raison pour laquelle on en parlera tout à l'heure, mais on voit passer des mises à jour Google, des core updates en général fin juin, juillet, parce que c'est une période calme et peu de pages à explorer côté Google. Est-ce que tu as d'autres points, Quentin, à ajouter sur cette partie départ vacances? Est-ce que Non, vous non. avez des questions? Donc, pareil, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc il va nous rester à peu près une vingtaine de minutes pour ce deuxième sujet. Donc l'idée est de parler un peu du core update de juin. Donc une annonce qui a été faite côté Google le 30 juin. Même si côté SEO, panel SEO, on avait pu voir les modifications, les mouvements un petit peu plus tôt, donc quelques jours avant. Donc ça s'est surtout confirmé le 30. Et du coup, Quentin, pareil, je te laisserai la parole. Me dire un peu ce que tu en penses. Est-ce que tu as des premières pistes selon toi? On serait sur une durée à peu près de combien de temps? À savoir que la dernière fois, 3 semaines avaient été annoncées et le déploiement a été terminé au bout de 13 jours. Donc pareil, je te laisse la parole. Ouais. Alors ouais, pour le coup, le core update de juin il est toujours en cours. Il a commencé ouais, le 30 juin. Donc là, il est toujours en cours de déploiement. Alors c'est toujours un peu obscur, hein, les dates communiquées par Google sur les core updates, parce que bon, c'est pas forcément dans leur intérêt d'être hyper précis là-dedans. Pour l'instant, ce qui semble se dessiner, c'est que c'est surtout un core update sur de la qualité, enfin du contenu de qualité, quoi. Il pénaliser les contenus à faible valeur ajoutée, les contenus peu travaillés. Donc pour l'instant, c'est ce qui semble se dessiner, parce que mine de rien, on n'a pas encore trop de recul sur ce core update-là. Combien de temps avant de visualiser les impacts? Bah, en fait, ça peut être très rapide, comme ça peut intervenir beaucoup plus tard, en fait. C'est-à-dire que si on commence à avoir des baisses de position ou du trafic qui chute anormalement, par exemple si c'est pas forcément corrélé à des chutes d'impression, bon, faut quand même regarder ce qui se passe. Il y a quelques soupçons aussi sur l'ajout éventuellement
d'un nouvel outil, enfin c'est un nouvel algorithme que Google nomme, en fait c'est un projet que Google a, c'est Mouvera. C'est une nouvelle façon, en fait, un petit peu pour Google d'interpréter les contenus. Et il y a certains soupçons, mais alors il n'y a rien de fondé là-dessus, qui diraient que apparemment, en fait, cette core update, ce serait l'occasion pour Google de développer ce nouveau système algorithmique. Pour faire simple, en fait, Muvera, ça serait une nouvelle façon pour Google de comprendre un contenu, c'est-à-dire qu'en fait, il serait beaucoup plus capable de comprendre le contexte d'une question, le contexte d'un mot-clé. On va pas rentrer trop dans les détails parce que ça rentre sur des sujets un peu plus techniques, algorithmiques, vectoriels, etc. Mais globalement, c'est une meilleure intelligence de Google dans la compréhension des contenus. Donc, si ça s'avère être le moment de déployer cette nouvelle techno, on va appeler ça comme ça, ça voudrait dire évidemment qu'il y aurait forcément un impact sur les contenus de faible qualité parce que analyse du contexte, Google intègre de plus en plus l'IA aussi dans sa compréhension. Pour ou contre des optimisations pendant cette phase, moi je suis plutôt de l'école à dire que c'est pas parce qu'il y a un core update qu'il faut tout lâcher. Un core update, en fait, oui, ok, c'est une annonce de Google, oui, c'est des mises à jour algorithmiques un peu plus massives, mais des mises à jour algorithmiques, Google, il les fait tout le temps, hein, donc c'est pas pour autant qu'on va pas faire des optimisations. Si on voit des grosses chutes de positionnement ou des grosses pertes de trafic, faut réagir. Après, avec un peu de chance, oui, ça peut revenir un peu tout seul, hein, mais ça, malheureusement, on le sait pas, on peut pas le prédire, donc moi, je suis plutôt pour quand même faire des optimisations si on voit des grosses chutes. Et après, si c'est des fluctuations de une ou deux positions, on peut pas vraiment savoir si c'est le core update ou pas. Mais non, plutôt de l'avis d'agir, en fait, plutôt que d'assister à ce qui se passe, quoi. Ouais, surtout que ces périodes en fait de 3 semaines en général de mise à jour côté Google, en fait, Mm. c'est plutôt un coup de com derrière. La réalité, en fait, c'est que en fonction des positions en fait qu'on connaît déjà avant, pendant cette phase, en fait, on est déjà capable d'en tirer des enseignements. Donc je suis encore une fois assez d'accord avec ce que tu dis, Quentin. C'est que je suis aussi d'avis à voir un peu, analyser peut-être les premiers jours, voir un peu l'impact, voir si on gagne ou on perd des positions, mais une fois qu'on confirme un peu une tendance, l'idée c'est de pouvoir agir. Donc c'est pas parce qu'on a un core update que derrière Google ne crawle plus le web. Donc il va repasser, son algorithme est toujours présent, le classement se fait toujours. C'est juste que les délais seront un peu plus prolongés. Donc si d'habitude sur un site on voit les impacts d'une optimisation au bout de 2-3 jours, pendant cette phase-là, on va peut-être se rapprocher, on va peut-être doubler ce temps. Mm. Mais encore une fois, donc le classement variera comme d'habitude. Et puis des mises à jour côté Google, en fait, il y en a beaucoup. Ouais. Juste pour revenir aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'algo qui est en train d'être testé. Donc, petite précision dessus, c'est un algo en fait qui existe déjà depuis un petit moment. C'est juste que ce n'était pas directement appliqué au web. Et des premiers retours qu'on arrive à voir, et des communications aussi côté Google bien sûr, c'est qu'on parlerait d'un algorithme qui serait capable de répondre à une vitesse donc 90 fois plus rapide. Donc, c'est juste pour montrer un peu l'ampleur de la chose. Donc on a connu la période où Google se basait sur des mots, donc l'ordre des mots avait de l'importance. On était passé ensuite à une phase où Google essaie de comprendre le sens finalement de la question, de la recherche derrière, et avec cet algo qui arrivera. Donc Google en fait va s'intéresser aux mots. Derrière chaque mot, en fait, il y aura une analyse supplémentaire pour comprendre un peu le contexte. Et donc, il va rapatrier après un maximum d'informations suite à cette décomposition. Donc, il ne va pas rester sur les choses de générique. Donc, parfois, on serait même amené à poser des questions qui ne contiendront même pas la requête principale. Et Google serait capable d'associer, de trouver vraiment l'intention cachée derrière. Donc, c'est vraiment une évolution et je pense que ça va aussi dans le sens en fait, de ce qu'on voit côté IA. Et ça permettra, de ce que j'ai compris aussi, ça permettra en fait à Google de mieux interpréter un contenu s'adresse à quelle personne, en gros. Il y a plus d'intelligence en fait dans la compréhension du contenu et de par les données que Google connaît sur nous, nos habitudes de recherche, notre historique, etc., notre géologue, il sera beaucoup plus à même de déterminer si un tel contenu pourrait intéresser tel type d'internaute ou tel autre type d'internaute en fait. Donc c'est quand je lis un peu des trucs dessus, on parle de Google serait capable de traduire du texte en empreinte numérique intelligente. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que je dis. Mais donc on va voir qu'est-ce que ça va donner après. Est-ce que c'est Score Update là, on ne sait pas, qui va permettre de déployer cette nouvelle techno, mais à suivre.
Super. Et juste par rapport à ce core update, et puis plutôt, j'ai envie de dire, par rapport à la vision globale qu'on a côté SEO, est-ce que tu aurais des recommandations ou des choses à mettre en place absolument, enfin aujourd'hui en tout cas, qui te semblent vraiment nécessaires parmi et que tu vois même peut-être parmi les basiques aujourd'hui? Bah, vis-à-vis du core update, enfin oui, toujours intégrer les basiques SEO. Là, le core update, étant donné qu'il cible un peu plus le contenu, bah, toujours travailler sur le contenu, la qualité du contenu, tout ça. L'originalité du contenu. Donc attention au contenu généré 100% par IA. Ça, Google, c'est pas qu'il fait la chasse à ça, mais c'est pas Google fait il fait pas la chasse au contenu IA, mais il fait la chasse au mauvais contenu IA. Donc pendant les core updates, c'est surtout ça qui peut faire que des positions peuvent baisser. Et pourquoi nos positions oscillent beaucoup pendant une core update? Bah, c'est parce que Google met à jour complètement son algorithme en fait. Donc il peut y avoir en fait une mise à jour de ces positions-là. Et il peut y avoir en fait un changement structurel de son côté. Donc forcément des recalculs, des mises à jour de l'index derrière, de la découverte de nouvelles pages, pourquoi pas. Donc c'est ça qui fait qu'en fait il peut y avoir des positionnements qui oscillent un petit peu. Parfait. Je te propose du coup de passer au sujet Ouais. d'après, donc Search GPT. Donc, comme je le disais en début de séance, en fait, on voit des communications en disant que Search GPT se baserait sur l'index de Google, que Search GPT, donc ChatGPT derrière, pourrait changer son fusil d'épaule, ne se baserait plus sur du Bing et s'orienterait plutôt vers du Google. Donc de mon côté, en fait, donc l'exercice a été plutôt simple. Ce que j'ai fait comme enfin, je vais tout simplement poser la question. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie de gauche, sur les screens. Et je lui ai demandé en fait, sur quoi il se basait, quelle était sa base de données. Et puis derrière, je lui ai demandé de se justifier un petit peu. Donc de ce qu'il a pu me répondre, me donner comme information en fait, c'est il se baserait sur Google en fait depuis le début. Et la raison en fait est très simple. C'est qu'aujourd'hui, Google a le monopole sur les recherches en ligne. Les internautes sont dans Google. Google analyse le comportement de l'internaute. Donc en fait, c'est toute une data aujourd'hui que les autres moteurs en fait n'ont pas à disposition. Donc là, on le voit bien sur ce screen. Donc dans ces raisons, ce qu'il évoquait, donc c'est je me base sur l'index de Google, que ce soit pour des recherches directement sur le web, que ce soit pour analyser des sites positionnés, que ce soit pour aller récupérer les questions posées par les internautes, donc les requêtes finalement associées. Et après, derrière, que ce soit du local, de l'image, de la vidéo, etc. Donc tout format en fait de données est récupéré directement depuis l'index de Google. Il dit également, donc en fonction, peu importe en fait derrière l'intention de recherche, derrière ces requêtes, que ce soit de l'achat, du comparatif, de l'avis, il va également piocher ces informations-là, les récupérer directement depuis Google. Et du coup, même ma question pour toi, Quentin, sur cette partie-là, c'est est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait de voir un Search GPT finalement venir se raccrocher à un Google? Est-ce que c'est plutôt un point positif, un point négatif? Comment tu vois la chose? Bah, ça dépend pour qui. Si c'est pour nos données perso, non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si c'est pour notre travail de SEO, en fait, ça fait que confirmer que, je pense, hein, c'est une hypothèse, hein, je suis sûr de rien, mais ça fait que confirmer que la synergie en fait SEO et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le GEO, bah, elle existe dans le sens où finalement les actions qu'on produirait pour du SEO, bah, si ChatGPT ou SearchGPT s'en sert pour analyser, pour répondre ou ce genre de choses, bah, au final notre travail SEO sert aussi les algos de ChatGPT ou des LLM au sens large, pardon. Donc du coup, pour nous, dans notre travail de SEO, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça veut dire que le travail qu'on produit pour du SEO a aussi potentiellement, encore une fois, c'est une boîte noire, on est sûr de rien, mais peut avoir un impact positif sur le GEO. Derrière. Une petite question du coup par rapport à ces différents LLM que l'on voit passer en termes d'utilisation. Donc on voit du Claude, du Chat GPT, Perplexity, Mistral, donc plein d'autres. Est-ce que toi, selon toi, est-ce que tu as une idée de quelles sont les forces ou leurs faiblesses tout simplement? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, moi, j'utilise beaucoup ChatGPT et Mistral, mais Perplexity et Claude, moi, j'utilise pas beaucoup. Donc, pour le coup, j'ai pas forcément les forces et faiblesses de chacun. Je crois savoir que Claude, il est plutôt performant pour tout ce qui est traitement de gros volumes de data.
Oui. Perplexity, je le connais pas du tout, pour le coup, j'utilise très peu. Mais, et Mistral, en fait, il est très plus orienté dev, moi, je trouve. Mais après, c'est peut-être juste ma perception à moi. Bon, c'est un outil français aussi, donc peut-être un peu plus performant pour tout ce qui est requête vraiment ou prompt lié à des usages français. Et bon, bah, après, ChatGPT, lui, sa force, je pense qu'elle est un peu partout. Même si ChatGPT, on sent quelques faiblesses, en tout cas aujourd'hui, sur l'exécution d'un peu de succession de tâches. Quand on lui demande en fait de vraiment faire des trucs dans un ordre très précis, bon, avec beaucoup d'étapes, là on sent qu'il est un peu plus à la ramasse quand même parce qu'il a du mal à bien prioriser les trucs. Mais bon, ça reste une faiblesse, je trouve, qui est. Il suffit d'itérer avec lui, puis on arrive quand même au résultat qu'on espère obtenir, quoi. Ouais, bah, écoute, assez en phase encore une fois. Donc, je te rejoins sur la partie Claude. Donc, pour moi aussi, c'est vraiment du traitement et de la donnée en grande masse. Donc, Claude est très fort dessus. ChatGPT, c'est plutôt le côté inspirationnel. Donc, si on veut de l'inspiration, si je veux qu'il me réponde comme si je discutais avec une vraie personne, donc ChatGPT le fait très bien. Par contre, c'est l'outil qui va halluciner le plus. Donc, qui serait capable de dire un peu n'importe quoi. Donc, une étude avait été faite et globalement, sur les grandes réponses qu'il donnait, il fallait s'attendre en moyenne à 5 mauvaises réponses, donc 5 fautes de sa part dans une discussion assez poussée. Donc, il y a 5 erreurs, en tout cas, qu'on devrait déceler et de comprendre. Donc, que ce soit dans la production de contenu, pour du traitement de données, etc. Donc, il va falloir vraiment le challenger et puis surtout lui demander systématiquement le plus possible d'être critique parce il aura tendance à aller plutôt dans l'autre sens. Donc, si je lui propose un contenu, son premier réflexe sera de me dire qu'il est carré, qu'il est parfait, que ça répond à l'intention de recherche, etc. En le poussant, en lui demandant d'être critique, finalement, on se rend compte à 90% du temps que finalement, le contenu que je lui ai proposé dans un premier temps n'est pas forcément le meilleur contenu, qu'il est largement améliorable, et puis donc il reverra sa copie. Côté Perplexity, la différence avec Claude, ChatGPT et parfois même Mistral, c'est que Perplexity, en fait, il va donner dès le début, donc avant même de répondre, il va nous citer ses sources. Donc en haut de l'écran, en fait, on verra directement les sources sur lesquelles il s'appuie. Donc avant même de lire en fait cette réponse, je serai en mesure de comprendre, de savoir et de me dire est-ce que je dois faire confiance ou pas à cette donnée. Donc c'est vraiment là la force de Perplexity. Et puis côté Mistral, bah, comme tu disais, pour moi, c'est français, c'est pour l'instant peu utilisé, surtout par rapport à ChatGPT. Donc on parlait de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Mistral en est vraiment très très loin. Donc on parle de quelques dizaines de millions d'utilisateurs derrière. Pour les 5 dernières minutes qui nous restent, Quentin, je te propose de parler un peu de l'AI Mode. Donc Ouais. pareil, une grosse communication côté Google courant mai. Et puis donc bah, l'idée c'est un peu d'avoir un peu ta vision, comment tu vois les choses, donc, avec une approche AI Mode, mais également avec les IA Overview également, donc tu peux les inclure dans ta réflexion. Alors, juste qu'il y a deux questions là qui ont été posées juste sur la slide d'avant. Pourquoi Reddit est une source souvent citée sur les moteurs IA? J'ai pas la réponse exacte, mais je pense que en fait Reddit c'est un truc qui existe depuis méga longtemps, donc c'est un gros forum, hein, beaucoup. Il y a énormément d'informations. Il y a eu des partenariats qui ont été créés entre Reddit et je sais plus qui a fait le partenariat avec Reddit. C'est OpenAI ou c'est je sais plus qui c'est. C'est ChatGPT, ouais, OpenAI. ABC, ok. Et ben, du coup, en fait, c'est une grosse source d'information, Reddit pour le coup. Il y a un historique de malade dessus, donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est souvent cité. Et en plus, le fonctionnement de Reddit veut que, en fait, c'est des validations de thread et tout. Enfin, je ne pourrais pas exactement expliquer comment ça fonctionne, mais je pense que c'est plutôt fiable. Et est-ce que Mistral va plutôt favoriser des sources françaises? J'en ai aucune idée. Voilà, je sais pas. On pourrait leur demander. Ils sont français. Non, mais en termes de sources, enfin, de ce que j'ai pu voir moi passer, il n'y a pas que des sources françaises. Ok. Mais par contre, c'est plutôt la base française, donc des sites indexés en FR. Donc beaucoup plus de chances en tout cas d'avoir des sources françaises, mais c'est pas exclusivement que des versions des sources des sites français. Ça marche. Et donc, du coup, pour revenir à LaneMode, alors pour rappel, LaneMode, donc du coup, c'est le nouvel encart, en fait, que Google proposera dans les pages de résultats de recherche, qui sera un espace 100% dédié à l'intelligence artificielle, donc notamment lié aux AI Overview, qui, elles, seront présentes dans le moteur de recherche,
Mais l'iMode, lui, il sera un espèce de complément à tout ça dans un module vraiment spécifique. Donc ça a été déployé en Inde déjà, sachant qu'on a vérifié avec Mirich, ça suit en fait le déploiement de l'AI Overview de manière globale, parce que quand Google a déployé AI Overview, c'était d'abord aux US, après c'était dans 6 pays anglophones, je crois, dont l'Inde. Donc du coup, cet iMode semble suivre un petit peu la même trajectoire. Donc une idée de l'arrivée en Europe, je sais pas, dans le sens où ça peut arriver très vite en fait, ça peut arriver demain, comme ça peut. Là, ils ont déployé Overview là depuis quelques temps dans 100 nouveaux pays. Quand est-ce qu'il sera développé en Europe? Je pense que ce sera très rapide, probablement avant 2026, je pense. En tout cas, en France, je pense que tant qu'on n'aura pas les AI Overview, on n'aura pas l'AI Mode, ou alors ça sera déployé en même temps. Mais donc une date précise, non, ça je ne saurais pas dire. Estimation sur les potentielles baisses de clics, bah ouais, ça va être par contre un. Alors je pense pas que c'est l'iMode qui va forcément faire des baisses de clics. L'iOverview le fera, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera quand même un outil qui sera utilisé. Mais pas sûr que ce soit l'iMode qui ait le plus d'impact sur la baisse de clics. iOverview dans les pages de résultats de recherche en aura beaucoup plus, je pense. Des thématiques prioritaires, c'est tout ce qui est informationnel. Et je vois que ça rejoint une question. Quels sont les secteurs qui risquent d'être le plus impactés par l'arrivée d'iOverview? Les secteurs, en fait, je pense que le serviciel, tous les sites thématisés un petit peu dans l'informationnel, là, je pense que malgré des études qu'on voit passer qui annoncent des baisses de 30% de clics, on sera beaucoup plus que ça, à mon avis, parce que le module AI Overview est quand même bien vénère. Donc, prend de la place, il explique beaucoup, il prend son temps pour expliquer, il fait bien diminuer, enfin, baisser les résultats organiques. Donc, ouais, je pense que ça va être assez violent pour ce genre de recherche. Une petite question autour des recherches informationnelles. Du coup, est-ce que ça vaut encore le coup de créer du contenu dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, même si on peut avoir l'impression que ça fait un peu travailler pour rien, Google je crois que c'est le PDG de Google, je sais plus qui c'est chez Google qui a annoncé dernièrement que de toute façon, si demain tous les professionnels s'arrêtent de produire du contenu, en fait les modèles qu'on connaît sur les IA, Google, etc., ça peut plus fonctionner parce qu'il n'y a plus rien pour les alimenter en fait. Donc dans la création de contenu dans un objectif de générer du trafic SEO, oui, on peut considérer que ça commence à être de plus en plus chaud parce que ça va pas générer du trafic. Néanmoins, ce contenu-là, il aura quand même une vocation à être diffusé sur des nouvelles plateformes, notamment les LLM ou dans les AI Overview. Donc notre contenu sera réutilisé. Pour l'instant, les contenus sont quand même la plupart du temps sourcés. Les entreprises sont quand même de temps en temps mentionnées, donc il y a quand même une part de visibilité. Et ce qui semble aussi se dessiner, c'est que même si, en gros, on n'a pas un clic direct vers notre site, ça peut générer en fait des recherches sur une marque. Donc, en fait, le travail du contenu en SEO ou plus largement en global search, on peut appeler ça comme ça, en fait, c'est plus dans une vocation d'aller augmenter sa visibilité et densifier un peu le trafic autour d'une marque ou d'un produit spécifique, par exemple, le nom d'un produit, ce genre de choses. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais on s'oriente sur quelque chose de toute façon qu'on ne maîtrise pas encore. Hein. Ça va être tout nouveau, il y a des premières études et de toute façon, il va falloir qu'on apprenne. Et j'ajouterais même qu'il y a de nouveaux outils qui commencent à voir un peu le jour, notamment côté Cloudflare, donc qui est un CDN. Donc ils ont revu un peu une partie de leur offre et puis ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait de détecter tout simplement si le bot qui arrive sur votre site est un bot IA ou pas. Et en fonction de si c'est un bot IA ou pas, donc ils sont capables aujourd'hui de le bloquer, donc indépendamment du robot TXT. Pourquoi cette évolution côté Cloudflare? C'est parce que tout simplement il y a des négociations, donc notamment aux US avec des médias qui sont rémunérés à chaque passage des bots, pour que les bots puissent explorer et récupérer des contenus. Donc tout à l'heure, on parlait de Reddit. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, la question se pose aussi d'un nouveau mode de rémunération, notamment pour les sites médias, qui prennent très cher. Donc Newstime évoquait une perte de 30 à 40% de son audience à cause de l'arrivée des IA. Et du coup, avec cette solution de Cloudflare, une des possibilités, en tout cas, ça serait qu'à chaque passage du bot sur votre site pour récupérer un contenu, en fait, le bot, donc ChatGPT, Gemini ou autre,
en fait, serait obligé de vous rémunérer. Donc, il y a aussi un modèle qui est en cours de création. Encore une fois, c'est tout nouveau, mais on voit le jour. En tout cas, on voit sur ces derniers jours-là, des outils se lancer vraiment pour pouvoir essayer de comprendre, enfin, d'être rémunéré. Mais de l'autre côté aussi, donc le côté aussi SEO, ce qui va nous impacter derrière, c'est de pouvoir aussi comprendre en fait comment on va suivre notre visibilité. Et donc, je serais preneur pour finir, Quentin, de ton côté, donc, selon toi, quels sont les nouveaux KPI du coup à mettre en avant pour pouvoir mesurer notre visibilité? Alors, les nouveaux KPI, il faut se les construire un peu tout seul, hein, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant qui sont entre guillemets rentrés dans la norme. Enfin, comme le trafic SEO, ça parle à tout le monde, c'est ce qu'on appelle un KPI solide, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde arrive à l'analyser. Les nouveaux KPI de visibilité, en fait, il faut un peu se les construire aujourd'hui, ils sont tout neufs, chacun il va un peu enfin, chacun prend un peu des libertés là-dedans, mais les nouveaux KPI de visibilité, selon moi, ça va rester, enfin, ça va s'orienter autour de la part de voix. Donc, bon, ça, tout ça, en fait, c'est lié en fait à de la fréquence d'apparition. On peut parler aussi de part de voix pondérée, dans le sens où on peut aller pondérer sur des visibilités en fonction du type d'affichage dans Google. Parce qu'on parlait des AI Overview, mais il faut savoir que Google aussi diversifie énormément ses affichages. Donc, il y a toute cette visibilité qui peut être intéressante à exploiter. On a eu un exemple récemment sur une recette de c'était une infusion au citron et au gingembre, je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais en gros, le site de notre client était mentionné donc en organique dans une vidéo, non, dans un encart recette, pardon, et dans une People Also Ask. Bon, bah ça, en fonction de comment on mesure notre part de voix, soit on la pondère, soit on dit bah, on est visité 3 fois. Donc en fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut se construire des nouveaux KPI, parce qu'il y a tout, vraiment tout à construire. Ensuite, bah, pour tout ce qui est visibilité dans les LLM, on parle aussi de fréquences d'apparition, que ce soit des fréquences de citation ou tout simplement d'affichage en fait de la marque dans un prompt. Alors attention quand même parce que les prompts, chacun a plus ou moins ses prompts. Il en existe autant qu'il existe d'humains sur Terre. On n'a pas de données sur les volumes de recherche autour des prompts, donc ça veut dire que c'est compliqué d'avoir des mesures empiriques. Mais néanmoins, ça peut donner quand même un premier indice sur est-ce que ma marque déjà est présente dans les index des LLM, est-ce qu'elle ressort de temps en temps, à quelle fréquence. Donc ça peut être quand même intéressant, mais là on est vraiment sur du KPI de visibilité, hein, c'est pas ça qui va générer du trafic. Et après, il y a quand même un KPI qui peut être intéressant à suivre, même s'il est encore assez faible, c'est bah, le trafic en provenance des outils IA. On est d'accord, les outils IA, ce n'est pas des outils d'acquisition de trafic direct, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des explosions de clics depuis ChatGPT. Néanmoins, il y a des outils qui commencent à s'adapter à ça. Récemment, j'ai vu sur Piano qu'ils ont carrément créé un nouveau canal d'acquisition qui s'appelait Generative Engine. Alors, je crois qu'Analytics ne l'a pas encore fait, mais à mon avis, ça saurait tarder. Pour l'instant, ça remonte dans les domaines référents. Et le dernier KPI qu'il faut vérifier, à mon sens, c'est le trafic marque. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les IA proposent donc des réponses inspirationnelles, font des réponses longues, peuvent citer des marques, peuvent faire des comparatifs. Donc, ça peut générer une augmentation de son trafic sur des requêtes marques. Parce que si l'IA me dit, bah tiens, le meilleur robot pâtissier, c'est celui-là parce qu'il permet de faire ci. Ok, bah en fait, c'est possible que l'internaute sorte de ChatGPT, aille sur Google, tape le nom de ce robot pâtissier-là et hop, aille directement sur mon site. C'est ce qu'on pourrait considérer comme étant du trafic marque. Donc, potentiellement, le KPI du trafic marque, ça peut être un super indicateur aussi pour voir tout ça. Qu'on peut corréler dans ce cas aussi avec une fréquence d'apparition dans LLM et tout ça. Oula, alors, il y a beaucoup de questions là. Ouais, j'essaie de répondre un petit peu à certaines d'entre elles directement à travers le chat. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi des questions à travers la vision globale, je pense, le côté SEO et l'impact. Ouais. Donc en fait, comme on le disait en début de séance, je pense que c'est important de comprendre que cette partie IA, GEO, en fait, est une évolution, donc une branche, enfin, qui n'est pas une branche séparée, différente. Donc tout ce qu'on essaie de mettre en place côté SEO, en fait, ce sont tout simplement des recommandations qui vont également dans le sens des LLM. Donc, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, donc les LLM aujourd'hui se basent déjà sur l'index de Google. Donc, si on est bien référencé, si on répond déjà aux critères de Google, on gagne naturellement de la visibilité à travers les LLM. La seule brique, à mon avis, qui serait un peu plus, enfin, qui est un peu différente, c'était sur la partie vision netlinking. Donc, en SEO, en fait, on parlait beaucoup des mentions comme étant des signaux positifs.
Là, cette partie-là, je pense qu'on peut l'activer et cette partie-là peut prendre plus d'ampleur. L'idée serait vraiment de faire un maximum de bruit autour de sa marque, autour de son produit, non pas uniquement à travers son site, mais à travers des médias externes. Dans les dernières questions, et après on arrêtera de les traiter, je pense qu'on a un peu déployé, on a un peu dépassé le timing. Est-ce que c'est possible que l'aéro ne soit pas déployé en France? Ce serait étonnant. Oh, Et pour les recherches, ouais, je ouais, pense qu'ils reverront la copie, à mon avis, mais il y a une actu qui était passée récemment, parce que je disais un peu en bas, c'est que ok. je sais qu'il y a eu des dépôts de plaintes, enfin de plaintes, donc non pas juste en Hmm, France, en Europe également. Google se défend sur cette partie pour l'instant en tout cas en disant que la perte n'est pas due aux évolutions, à l'appareillage de l'IA, mais plutôt hmm. l'évolution de son algorithme. Donc il se défend un peu différemment. Mais je pense que ça reste vraiment un gros sujet et c'est pas pour rien que la France aujourd'hui n'est pas visible Ouais. Mais ça sur cette partie-là. m'étonnerait quand même qu'ils déploient pas en France, quoi. Ce serait étonnant qu'il y ait vraiment juste que ce pays-là qui soit. Mais oui, oui, après, oui, c'est sûr que par contre, on a des protections supplémentaires, ça c'est clair. Recherche transactionnelle, y a-t-il des ajustements à prévoir? Balisage produit, oui, mais on verra ça dans un autre webinaire. Est-ce que le fichier LLM.txt a un intérêt pour être visible sur les IA? Pour l'instant, non. Faut-il, enfin, d'après les études qui ont été faites, faut-il repenser la construction des pages des sites pour mieux remonter dans les LLM? Bah, ça dépend quel type de page, ça dépend du Oh ouais, contenu. sur l'informationnel, j'ajouterais juste oui la partie Ouais, synthétisation un maximum, donc simplifier le langage. Donc à travers, en général, c'est à travers un encart résumé, l'essentiel en haut des pages. On ouais, sait que les LLM adorent cette partie-là. plus de marqueurs EAT aussi, pour le coup. Ouais, Beaucoup plus de aussi. marqueurs EAT et normalement, après dans la construction des pages, toujours classique, un template simple, facile à charger. Enfin, je pense que ça, c'est des basiques SEO qui ne peuvent que profiter après que pour les IA. Donc voilà. Ben écoutez, donc si vous avez d'autres questions, donc bah, du coup on reste disponible avec Quentin. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou directement à travers notre page LinkedIn ou le site web. On y répondrait avec plaisir. Sinon, ça sera lors des réunions, des copies là. Merci beaucoup tout le monde. Un grand merci et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.